bienvenue sur le podcast Légitime, le podcast déculpabilisant pour toi qui t'es déjà senti trop ou pas assez. Moi c'est Clémentine, je suis coach confiance et estime de soi et je t'accompagne à reconnecter avec qui tu es, assumer ta personnalité et enfin te libérer du regard des autres. Mon objectif, que tu fasses péter tous tes verrous, que tu oses être toi et que tu ailles à fond vers la vie de tes rêves. Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête ? Aujourd'hui dans Légitime, je reçois Sandy, coach spécialisée en sortie d'épuisement et de burn-out au féminin. Sandy, elle accompagne les femmes à travers l'intelligence de leur système corps-cœur-mental et la régulation du système nerveux pour les aider à renaître de leur mal-être et qu'elles se sentent enfin pleinement vivantes, alignées et confiantes. Bonjour Sandy, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur Légitime pour parler d'un sujet qui est fort tout très très important et qui touche, je pense, plus de personnes qu'on ne le pense, ou en tout cas des personnes qui sont peut-être même pas au courant que ça leur pend au nez. Donc Sandy, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Clémentine, déjà merci beaucoup de m'accueillir ici. Écoute, je vais très bien, merci. Et puis écoute, je suis ravie d'être là pour parler du burn-out et parler effectivement de tout ce qu'il pourrait y avoir autour du burn-out qu'on ne pense pas forcément, au-delà des idées reçues. Et comme tu dis, effectivement, on n'est pas forcément au courant qu'on peut faire un burn-out. Donc voilà. Donc C'est on va important. être là pour donner toutes les infos, pour justement repérer les signes peut-être. Mais Exactement. avant ça, Sandy, moi je demande toujours aux personnes que j'interviewe une petite anecdote originale sur elles, alors voilà, drôle ou originale, qu'on ne sait pas encore en fait sur toi. Qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de beau ? Alors, dans ma vie d'avant, j'ai été toujours catégorisée comme quelqu'un de maladroite. Et en fait, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que prise dans ma vie d'avant, dans mon quotidien hyper chargé à courir après le travail pour aller chercher les enfants et tout, donc je prenais les transports. Et un soir, j'arrive sur le quai du train, je descends et je vois que mon train, ma correspondance est déjà là sur le quai d'après. Donc du coup, me voilà, bien sûr, à faire ce qu'il faut pas faire, à courir 4 à 4 dans les escaliers, à slalomer entre les gens, à arriver en haut des escaliers. Au moment où j'arrive, j'entends en fait les sonneries des portes qui vont se refermer, mais prise dans mon élan, je m'arrête quand même juste pile poil devant la porte avant qu'elle se ferme. Sauf que en fait, ce que j'avais pas prévu, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui courait derrière moi très très proche, hein, et qui lui ne s'est pas arrêté. Et donc je me suis retrouvée projetée dans le train. Je suis rentrée en fait en Superwoman à plat ventre. J'ai atterri en fait sur le sol du train. Les portes se sont fermées et il a démarré. Donc je me suis relevée plus vite que ce que j'étais rentrée, avec un bon mal de coude, etc. Et avec beaucoup de honte, beaucoup de frustration, pour m'apercevoir en plus que le train partait dans l'autre sens et que ce n'était pas mon train. C'était pas le bon train. Donc voilà, ce à quoi je faisais face énormément dans ma vie d'avant, et ce qui m'a valu beaucoup de questionnements aussi, parce qu'après quand je suis tombée, quand j'ai fait moi-même mon burn-out, j'ai déclenché en fait des phobies de sortir et d'être justement dans cette inconscience de ce que je pouvais faire en fait au quotidien, jusqu'à avoir peur de mettre même mes enfants en danger, de me mettre moi-même en danger. Je pouvais plus reprendre la voiture, etc. Parce que j'avais tous ces épisodes qui me tournent en tête de, en fait, je peux tomber n'importe quand, je peux me faire écraser par une voiture, je peux faire ci, je peux faire ça. Donc voilà, c'est aussi un petit message pour les personnes qui se trouvent maladroites ou qui ont l'impression qu'il leur arrive toujours plein de choses. En fait, c'est aussi une histoire d'être aussi beaucoup dans le rush et beaucoup dans l'inconscience du moment présent, et toujours être dans le moment d'après, soit dans le passé, soit dans le futur, et pas être dans le présent. Et donc ça a bien changé moi de ce côté-là. Donc je ne suis plus si maladroite que ça aujourd'hui. Mais bon, maintenant j'en rigole beaucoup de tous ces épisodes. Ça, c'est un épisode parmi tant d'autres. Ça marche. Ouais, c'est marrant, ça faisait un petit peu cascade là, enfin vraiment Ah vraiment, projeté. vraiment. Ah là, j'ai complètement été projetée là.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, cette histoire de, en fait, quand tu es maladroite, alors évidemment, il y a sûrement pas que ça, mais que ça peut être une Bien question sûr. de manque d'attention, d'être complètement déconnecté ou Ouais, d'être ouais, comme tu dis, soit déjà enfin, dans le passé ou déjà dans le futur et en fait, tu es pas du tout concentré sur ce qui se passe là, tout de suite, maintenant exactement. et ça se répercute dans tes actions, Exactement, ouais. Ouais, dans nos actions et dans ce qui nous arrive, en fait. Mmh. OK, bah, voilà, on commence déjà dans le vif du sujet, c'est déjà super intéressant et du coup, bah, Sandy, dis-moi, parce que le burn-out, en fait, c'est quoi? Parce qu'on en entend beaucoup parler, c'est vrai Ouais. que, ça devient, je vais pas dire le truc à la mode parce que ça serait péjoratif, mais c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, donc et tant mieux. Mais du coup, ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Alors le burn-out, j'aime bien le définir déjà par ce que ça n'est pas, pour que ce soit plus facile à comprendre. Alors, déjà c'est pas une grosse fatigue. Sous-entendu, c'est pas, la fatigue du week-end où on sent qu'on a eu, un bon week-end ou voire même quelques semaines difficiles et puis au bout de, quelques jours de repos, même de vacances, on sent que ça y est, c'est reparti. Donc, c'est pas juste entre guillemets «de la grosse fatigue». C'est pas non plus, un signe de faiblesse. C'est au contraire un signe de force extrême pour aller au-delà en fait de nos capacités physiologiques. C'est pas non plus un problème de volonté, ni pour, ne pas y rentrer, ni pour en sortir. Il faut bien plus que ça. Et c'est pas non plus un problème psychologique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, c'est très lié, au mental parce que forcément il y a beaucoup de ruminations, beaucoup de choses comme ça. Donc, on en parlera sûrement après, mais on a tendance à penser que ça tourne plus rond dans notre tête. Sauf qu'en fait, c'est plus profond que ça. C'est pas qu'une histoire de tête. Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est avant tout tabou, faut le savoir. Le burn-out, en général, on sait tous plus ou moins ce que c'est, mais quand on le vit comme une honte, comme une faiblesse, comme un problème psychologique, comme un manque de volonté. Donc, c'est aussi pour ça que je dis que ce n'est pas ça du tout. Et le burn-out, en fait, c'est plus, si tu veux, comme un vide d'énergie vitale. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vécu des stress répétés et traumatiques qui des fois peuvent prendre leur source durant l'enfance même, hein, et ça crée des schémas et ce qu'on appelle des schémas de survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça se transforme en stress chronique et donc il y a certains domaines de vie qui vont, si tu veux, exacerber ça. Donc souvent le domaine professionnel, mais pas que. Il faut savoir que le burn-out n'est pas que dans le domaine professionnel. On en entend beaucoup parler du burn-out professionnel parce que c'est quelque chose qui coûte de l'argent. Donc il y a beaucoup d'études sur le burn-out professionnel parce qu'on veut combler justement cette perte d'argent. Mais en réalité, le burn-out peut toucher n'importe qui, n'importe quand. C'est-à-dire que même des enfants à l'école ou dans leur domaine privé, à la maison, ça peut toucher des adolescents, ça peut toucher des étudiants, des mères au foyer, des personnes qui sont chez elles en période de précarité ou autre. Le burn-out peut toucher vraiment n'importe qui, n'importe quand. Et donc c'est, si tu veux, cette énergie vitale qui a été surutilisée par un système nerveux qui se trouve en mode survie, duquel il n'arrive plus à sortir. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que toute l'énergie qu'on peut avoir dans le corps est concentrée à nous préparer à la lutte, au combat, pour faire face à notre quotidien. Donc, tout devient compliqué, tout devient une source de stress, ça fait comme une espèce de cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on est en survie et plus on va lutter, combattre, et jusqu'à un moment donné où, si tu veux, alors on associe ça souvent à une pile vide, c'est-à-dire que d'un coup t'as plus de batterie, t'as plus rien, le burn-out. Sauf qu'en fait c'est pas tant ça, c'est-à-dire que tu tiens, et en fait c'est pas que la pile se vide, c'est que la pile s'oxyde. À force d'hormones de stress dans lequel on baigne quotidiennement, à un moment donné tout ça s'oxyde, et donc d'où si tu veux, les symptômes qui peuvent être à la fois physiques, mentaux, émotionnels. Donc ça peut aller de troubles cardiaques, aux problèmes digestifs, aux problèmes de maladies chroniques.
Ça peut aussi passer par l'impression de devenir folle, problème de concentration, problème de mémoire aussi, mémoire à court terme, des choses comme ça. Et donc tout est touché, vraiment. Le système cœur, corps, mental, tout est touché, mais à des degrés plus ou moins différents selon les personnes. Voilà. Et donc à un moment donné, c'est le burn-out, quand il arrive, c'est un peu comme si la pile, le jus ne pouvait plus passer. Et donc là, on se retrouve en mode figement, en mode grand danger. Donc c'est vraiment le mode grand danger du système nerveux de là, faut que tu restes caché parce que t'as plus d'énergie vitale. Donc on va utiliser l'énergie vitale juste pour ne serait-ce que faire battre le cœur et vraiment les fonctions vitales minimales pour continuer à vivre, quoi. Ok, ouais, donc là, après, on finit vraiment en mode survie, mais là, en mode survie au sens littéral, quoi. C'est vraiment, il faut Exactement. juste maintenir les fonctions de base, mais le reste, en fait, plus rien ne fonctionne, quoi. Exactement. Ouais. Ok, et justement, c'est quoi ce mode survie? Parce que tu me dis que c'est quelque chose qui, enfin, plus on avance là-dedans, alors suite à des traumas, suite à voilà, des situations fortes émotionnelles, j'ai l'impression, on garde ce mode, enfin, on enclenche ce mode survie, mais c'est quoi, en fait, le mode survie? C'est quoi le mode survie? Alors le mode survie, si tu veux, c'est quelque chose d'ultra naturel. C'est-à-dire que le mode survie, ça va être un mode de fonctionnement du système nerveux qui va s'enclencher face à un stress. Donc ça va être perçu principalement par le corps, par les sens, donc qui sont plus nombreux qu'au nombre de 5, mais qui va être perçu par le corps. Et donc le système nerveux va passer l'information au cerveau comme quoi il peut y avoir une menace ou un danger. Et donc ça va enclencher toute une production d'hormones de stress, donc notamment le cortisol, l'adrénaline et le neurotransmetteur, la noradrénaline, pour permettre en fait au corps de se préparer à la fuite ou au combat. Donc il va y avoir une accélération du rythme cardiaque, de la pression artérielle, une oxygénation qui va être plus forte parce qu'on va vraiment respirer de manière thoracique pour amener l'oxygène et le sang dans les membres supérieurs et inférieurs pour nous donner la possibilité de se mettre en position de fuite ou en position de combat. Et si tu veux, ça va aussi avoir un impact sur le système immunitaire parce que ton énergie est dirigée pour un instant T, pour faire face à une situation que tu perçois comme stressante, menaçante ou dangereuse. Et donc, on n'a pas d'énergie pour lutter contre les microbes à l'intérieur de nous. On n'a non plus pas d'énergie pour digérer à ce moment-là. Donc, la digestion peut être drastiquement ralentie ou accélérée, il faut le savoir. On peut se retrouver aussi, si tu veux, quand le danger est trop fort, donc en mode figement. C'est-à-dire que tu n'as ni la possibilité de fuir, ni la possibilité de combattre. Et là, du coup, tu es complètement figé. Donc ça, c'est plutôt je vais me cacher. Donc ça, c'était très, très, très utile. Alors, ça nous est encore très utile. Mais en fait, comment ça se manifeste dans notre monde moderne, en fait, le mode fuite, combat ou figement? Eh bien, la fuite, on va la voir apparaître, par exemple, quand on va avoir des pensées telles que j'ai envie de tout claquer, j'ai envie de tout plaquer, j'ai envie de fuir à l'autre bout du monde, j'en peux plus, des choses comme ça. Donc on peut s'en apercevoir par les pensées. Par le mode combat, on a voilà ce côté un peu agressif, ce côté où on est rentre dedans, ce côté où on a on n'arrive pas à tenir en place. Dans les deux cas, on est vraiment dans le mouvement. Faut que ça bouge, donc on a du mal à décrocher, c'est-à-dire que même quand on est donc ça c'est dans le cadre où le mode survie est suractivé, c'est-à-dire que même dans son canapé le soir ou le week-end, entouré d'amis, entouré de sa famille, en fait on est constamment en vigilance. Et donc ça prend une énergie vitale énorme. Et donc dans notre vie moderne, le problème c'est que quand on se trouve activé en mode survie ou en mode combat, et notamment au travail, eh bien, on peut pas forcément prendre nos jambes à notre cou et puis vraiment fuir ou rentrer dans le tas, surtout si c'est notre boss. Et donc, en nous, ce qui se passe, c'est qu'il y a la pédale d'accélérateur qui est appuyée fortement. Donc, tout se met en mouvement, les hormones, etc. Et nous, consciemment, on sait
qu'on peut pas faire ce qui nous vient en tête. Et donc, on va appuyer très fortement sur la pédale de frein. Donc, je suis pas dans un véhicule, si tu vois ce que ça fait, quand tu appuies sur les deux pédales en même temps, ça fait pas bon ménage. Eh bien, en fait, c'est ce qu'on se fait subir quand on a un mode survie qui est déclenché et que nous, au lieu d'être dans un mouvement, on va appuyer sur la pédale de frein pour rester stoïque, sourire et faire comme si de rien n'était. Et donc ça, le système nerveux ne comprend pas ce qu'il se passe parce que pour lui, on devrait être en train de se mettre en mouvement. Et donc, il va augmenter pour se dire, elle n'a pas compris ce qu'il est en train de se passer, elle est vraiment face à un danger, une menace, parce que lui ne fait pas la différence entre un réel danger, une réelle menace de mort, et le boss qui est pas content de ce qu'on a fait, l'heure qui tourne, on est retenu en réunion alors qu'on est déjà en retard pour aller chercher les enfants, plus tout ce qu'il y a à faire, la deuxième journée notamment des femmes, etc., etc. Donc tout ça fait qu'à un moment donné, quand c'est trop répété, eh bien, on reste coincé dans ce mode survie. D'où le stress chronique, et puis après, à terme, les maladies chroniques, les tensions, les douleurs, etc., etc. Et donc, un épuisement profond, puisque on n'arrive plus à récupérer l'énergie. Ok, en fait, on n'écoute pas le message de notre corps, enfin de l'émotion, du stress, de la peur, en fait, il faut faire quelque chose pour notre survie. Du coup, on n'écoute pas ce message parce que la société et le monde fait que, comme tu dis, C'est on peut ça. pas aller taper sur notre patron parce qu'il nous a saoulés, et on peut pas non plus se barrer de la salle de réunion alors que tout le monde est là, tout le monde est bien présent. Mais du coup, ça envoie le signal à notre cerveau que on est encore face à un danger et qu'il faut vraiment alerter encore plus violemment, quoi. C'est ça. C'est Ok. ça. Ok. En fait, c'est pas tant qu'on n'écoute pas le message, parce qu'en général, les messages, on les entend, mais on est On complètement pris résiste. dedans et on résiste parce qu'on n'a pas appris à écouter ce message, mais au-delà du mental. Ouais. À aller vraiment dans une écoute vraiment de notre fonctionnement, de se dire ah là il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui est pas ajusté dans cette situation, etc. Et d'utiliser des techniques et des méthodes qui sont vraiment adaptées à notre fonctionnement pour que ça devienne vraiment efficace et reprendre pied en fait dans le moment présent, reprendre notre pouvoir en vrai. Ouais, parce que là, au final, dans ces situations-là, par exemple, une des possibilités, ça serait tout simplement de répondre à ton patron s'il est en train de t'engueuler sur quelque chose, d'être capable de lui répondre ou de justifier la situation, Exactement, enfin, de t'affirmer face au patron. exactement, Ou alors, j'imagine, si tu as besoin de te barrer, juste de dire: «Bah, écoutez, là, il faut que enfin, je suis désolée, c'est une urgence, mais il y a mon enfant qui m'attend». En fait, ça serait après évidemment en fonction des personnes, comme tu le dis, en fonction du fonctionnement de chacun, mais avoir cette possibilité de s'affirmer et de mettre en place l'action qui dit, comme tu l'as dit, le mouvement: «OK, là, il y a quelque chose, je vais me rassurer en me montrant finalement que, je prends les choses en main, exactement, quoi». OK. exactement. Mais la difficulté, en fait, c'est que quand on est en mode survie, si tu veux, ton cortex préfrontal est déconnecté. Ouais. L'aire de Broca aussi, c'est-à-dire, l'aire qui te sert justement à parler tout simplement, à tenir une conversation et puis en fait tout si tu veux, toute cette aire du cerveau qui te permet d'avoir la réflexion, le recul nécessaire pour réfléchir calmement, poser les choses. Tout ça, quand tu es en mode survie, en fait, c'est déconnecté. Alors heureusement parce que, si vraiment tu te retrouves face à un danger, alors je vais prendre toujours l'exemple typique du lion face à toi, mais pour autant, tu te retrouves avec un lion face à toi, tu vas pas dire alors ok, je vais d'abord étudier les possibilités, qu'est-ce qui est le mieux. Non, ça on n'a pas le temps. Voilà, c'est instinctif. On est vraiment instinctivement, on est câblé pour réagir instinctivement avant que notre mental s'en mêle en fait. Donc heureusement, mais dans certaines situations, c'est très compliqué puisque du coup, eh bien, on n'a pas ce recul nécessaire dont on aurait besoin. Par contre, on peut avoir le recul nécessaire pour juste se dire, ok, là, je suis en mode survie. Donc là, je ne peux pas réfléchir. Forcément, je vais pas trouver les bonnes solutions. Et donc, la seule solution, c'est de repasser par le corps. Et donc, ce corps-là, c'est lui qui va passer l'info au système nerveux que, non, en fait, on n'est pas dans une situation de danger, tout va bien. Ouais, c'est réussir à prendre le recul, enfin, par le corps, donc C'est ça. pas par la pensée, mais par le Ouais, corps, de réussir à se rassurer son corps, enfin, c'est pour se ça. dire pour que ça envoie le message au cerveau: «Non, t'inquiète, ça c'est bon, on peut gérer, Exactement. on va pas mourir là parce qu'on se fait engueuler, parce qu'on a fait une faute dans le dossier et Voilà, ça va c'est aller». ça.
Ok, Et là, donc, la clarté mentale revient et ouais. du coup, forcément, on arrive plus facilement à poser nos limites puisque d'un coup, ça paraît plus comme quelque chose qui prend toute la place et qui est dangereux et menaçant. Ouais, je vois, Mmh. ça marche. Et du coup, justement, comment on fait, du coup, pour se reconnecter au corps? Parce que c'est vrai que ça paraît, logique, mais comment on fait pour, se reconnecter à son corps et rassurer son cerveau, du coup? Alors là, c'est, la chose qui est pas facile parce qu'en réalité, ça en devient difficile tellement c'est simple. Parce qu'on est tellement plus habitué à la simplicité que du coup, on trouve ça très difficile de revenir dans le corps parce que le mental a pris toute la place, parce que, quand on devient adulte, on pense que le raisonnement, la logique, tout ça, ça compte tellement plus alors que nous sommes des êtres émotionnels et en fait, c'est nos instincts qui nous drivent plus que notre raisonnement et donc on a du mal, si tu veux, à revenir justement dans ce corps, ne serait-ce que se reconnecter dans l'instant présent et pourtant, c'est une des choses qui est, les plus, on va dire, les plus efficaces. Tu vois? Par exemple, ne serait-ce que de se poser la question de: «Est-ce que j'ai soif?» Est-ce que j'ai envie d'aller faire pipi? Tu vois, quand on est devant son ordi au bout de 2 heures, qu'on n'est toujours pas allé aux toilettes, on est déconnecté du corps. Et en fait, ne serait-ce que juste revenir et faire un petit scan corporel, juste de: est-ce que j'ai besoin d'aller aux toilettes? Est-ce que j'ai besoin de boire? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que ci? Est-ce que ça? Est-ce que je suis bien installée? Est-ce que j'ai une douleur qui persiste dans le dos, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de finir mon dossier, j'y prête pas attention. Alors que si je changeais un petit peu ma position, ça irait mieux. Tu vois, c'est des choses toutes simples, mais vraiment ce basique de revenir écouter, en fait, ce que notre corps nous dit, parce qu'on peut vraiment compter sur lui et lui est toujours dans l'instant présent. En fait, c'est quelque chose qui est très difficile quand on n'a plus cette habitude-là. Et déjà, rien que ça permet vraiment de faire baisser ce système de survie qui est suractivé. Parce que là, d'un coup, notre énergie va là où est notre attention, là où on porte notre attention. Et comme on porte notre attention à notre corps, on n'est plus dans ces fuites d'énergie de tout ce qu'on n'a pas fait dans le passé, tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on aurait dû dire, etc. Et du pire dans les projections du futur, de tout ce qui va mal se passer et de tout ce qui nous reste à faire. Là, on remet en fait notre attention sur notre corps et on récupère de l'énergie rien qu'en faisant ça. Et après, il y a plein d'autres techniques, plein d'autres méthodes, notamment des techniques de respiration. Alors ça, c'est la voie royale pour activer son nerf vague. Donc le nerf vague, c'est justement celui qui va nous aider à activer de la bonne façon, à récupérer l'énergie et à sortir du mode survie. Alors attention, quand je dis sortir du mode survie, ça ne veut pas dire qu'il faut sortir définitivement du mode survie. Ce mode survie, on en a besoin, ne serait-ce que quand on a un système nerveux qui est régulé et flexible, quand on tombe malade, il va venir supporter justement le système immunitaire, ce mode survie. Il va supporter aussi, il va nous aider à nous mettre dans un stress moteur quand on a des projets, quand on a des choses, qu'on est drivé par quelque chose qui a du sens, où on est bien, on n'est pas dans un épuisement profond, mais on est juste bien, même si on a du stress, c'est du bon stress parce que ça va nous aider à aller de l'avant. Et donc, le but n'est pas de sortir complètement du mode survie, le but est d'apprendre à réguler ce système nerveux pour que le mode survie ne s'active que quand il y a besoin ou s'arrête, bascule en mode récupération-régénération quand il n'y a plus besoin du mode survie. Oui, il faut pas qu'il soit activé, 100 du temps. Il est quand même bénéfique parce que, bah, comme tu dis, c'est important on est dirigé par nos émotions, donc évidemment qu'il faut avoir ces réactions face à quelque chose qui nous fait peur, mais ça peut être grave bénéfique pour se dire: «Allez, ça fait» moi je dis quand il y a de la peur, il y a de l'envie en plus généralement, alors quand tu as Exactement, un projet en tout cas, donc c'est que c'est du bon stress qui va te pousser à y aller malgré tout, mais exactement. comme tu dis, il faut pas que ça reste dans cette situation Faut de pas stress. rester coincé. Ouais, faut Ouais, pas ouais. rester coincé constamment et venir nourrir le truc, comme on disait tout à Exactement, l'heure. OK. exactement. Et donc il y a du coup des techniques de respiration qui vont aider à, apaiser ou sortir du mode survie, mais là, c'est pareil, il faut faire très attention à savoir bien respirer. Parce que si on a une respiration qui est
que thoracique et qu'on respire ce qu'on appelle à l'envers, c'est-à-dire je gonfle la poitrine et je rentre le ventre à l'inspiration, eh bien ça, c'est une respiration de stress. Donc, si on se plonge dans la cohérence cardiaque je fais des profondes inspirations sur 5 temps, j'expire sur 5 temps, mais si on fait que thoracique, eh bien ça va venir augmenter le stress. Et donc, on va se sentir encore plus stressé à la fin de la cohérence cardiaque, surtout tenir 5 minutes si on n'a pas l'habitude, c'est très très long. Donc, il faut vraiment prendre l'habitude de respirer par le ventre, faire des respirations complètes. Voilà. Donc, il y a plein de techniques qui fonctionnent, mais il y a des petits ajustements qu'il faut connaître, et ça passe par le fait de reprendre conscience de comment fonctionne notre corps, ce dont il a besoin dans l'instant. Parce que c'est pareil, si on est activé en mode survie plus, en mode fuite, combat, et que donc là, c'est comme s'il y avait un lion qui nous pourchassait, et qu'on s'assoit pour faire de la méditation, le système nerveux, il va pas aimer du tout. Il va se dire, là, elle a rien compris, ça va être pire. Donc, la méditation, on oublie, parce que dans ces cas-là, ça marche pas. Donc, en fait, c'est réintroduire du mouvement, par exemple. Donc, réintroduire du mouvement, ça peut être comme un effet de balancier. Ça marche très très bien. C'est pour ça aussi qu'on berce les bébés. On l'a ce balancement instinctif. Quand on a des bébés, on les berce parce que ça calme. Donc on peut le faire soi-même. On peut avoir un mouvement de balancier sur quelques minutes. Ça fait du bien. Prendre de profonds soupirs en prenant soin de bien gonfler le ventre à l'inspiration. Ça peut être aussi pour revenir en fait à la connexion de son corps. Ça peut être venir tapoter différentes parties de son corps ou toucher différentes parties de son corps et poser son attention sur le ressenti que ça nous fait. En fait, voilà, c'est ça. Ça va être revenir à des fonctions entre guillemets à nos sens. Voilà, j'ai envie de dire à nos sens qu'on ressent à travers le corps, la façon dont on respire. Et puis, une des choses dont on est très peu au courant, la première source d'énergie de notre corps, c'est l'eau. On est constitué à plus de 70% d'eau. Notre cerveau en a besoin, je crois que c'est plus de 80% pour bien fonctionner. Et un mental qui ne tourne pas rond, où on commence à avoir des ruminations, c'est l'un des signes d'une possible déshydratation très légère. Donc, le but, c'est de faire attention aussi à son hydratation tout au long de la journée. Le but n'est pas de prendre un verre d'eau et de boire d'un coup en disant comme ça, je vais plus avoir de rumination. Non, parce que quand on est en plein mode survie, la digestion est ralentie ou accélérée. Et on n'est pas du coup fait pour digérer l'eau qu'on vient de boire. Donc il faut pouvoir souffler un petit coup avant, se remettre un petit peu, baisser un petit peu ce système de survie pour profiter, justement pour permettre à notre corps de profiter de cette hydratation, parce que sinon c'est comme si on la versait aux toilettes, ça sert à rien. Donc en fait voilà, c'est tout un système de je reviens à mon corps et je fais attention à ce dont j'aurai besoin. Si je sens que je suis dans le mouvement, je vais bouger un peu, même aller marcher, même on peut aller courir. Par contre, on évite les séances trop prolongées. Au-delà de 30 minutes, une séance de sport, si on est déjà dans un système de survie suractivé, ça peut engendrer plus de stress puisque ça va créer plus de cortisol et d'adrénaline. Donc, on revient à des choses plus modérées tout en s'écoutant, en écoutant ce dont on a besoin. Ouais, des pratiques un peu plus douces quand même. Enfin, l'activité physique, oui, mais pas forcément, mais pas une séance trop intense qui va venir justement stresser encore renforcer plus le corps. Exactement. Ok, ça marche. Et c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait que la méditation, parce que bien souvent on a l'impression que c'est la solution à tout, c'est la solution miracle pour se détendre et contrer l'anxiété, le burn-out, etc. En fait, comme tu dis, ça c'est plutôt l'effet inverse. Ça peut créer du stress et une angoisse finalement. Ouais. Tout dépend de son état d'être de départ en fait. Si on est dans un état d'être complètement suractivé et qu'on n'est pas habitué à la méditation, il y a ça aussi. Et qu'on décide de se mettre à la méditation parce que oui, c'est ce qu'on voit partout, la méditation. En plus, il y a des études qui prouvent que la méditation a du bon. Eh bien, ça va être très compliqué au début parce que si on se trouve complètement suractivé, notre système croit qu'on se met plus en danger.
Donc, comme on n'a déjà pas suffisamment d'énergie pour faire face à l'extérieur, au stress et tout, bah là, on se rajoute une couche avec un stress intérieur qui va augmenter d'autant plus. Donc, la méditation, on peut très bien l'envisager dans un second temps. C'est-à-dire que d'abord, on va introduire le mouvement, on ressent comment on se sent, si notre état est moins activé. Alors ça, on s'en aperçoit comment? Bah, parce qu'on a moins de rumination, on sent qu'on respire beaucoup plus posément, on ressent moins de poids ou d'oppression au niveau de la poitrine, du ventre, la boule au ventre ou le nœud dans la gorge. Voilà, quand on a des symptômes comme ça qui nous permettent de se dire, bah là, je me sens mieux. Oui, à ce moment-là, on peut commencer par la méditation, mais pas la peine de commencer par même 10 minutes au début. Quand on n'est pas habitué, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Déjà, si on arrive à tenir 2-3 minutes, à être tranquille et pouvoir observer, parce que la méditation, c'est pareil, c'est pas le fait d'avoir une tête vide et être plongé dans un vide total de pensées, d'émotions, etc. Non, au contraire, c'est ce moment-là, le corps, il va en profiter pour laisser ressortir tout ça. Et donc, il faut pouvoir avoir ce recul pour observer ça jusqu'à ce que ça nous atteigne plus tant que ça, ou on puisse être l'observateur et plus seulement l'acteur, en fait. Oui, et puis dit comme ça, effectivement, si tu es déjà en mode survie, en mode rumination où ça tourne, ça tourne, ça tourne, c'est vrai que se mettre dans la méditation où ça va tourner, tourner encore plus et où tu vas avoir envie d'interagir avec toutes ces C'est pensées-là, ça. finalement, ça va être complètement contre-productif parce que j'imagine que tu vas pas te diriger en plus vers des C'est pensées ça. très positives, très Non, aidantes. non, non. Et ça peut même déclencher de profondes crises d'angoisse Ouais. pour celles qui sont sujettes à ça. Notamment le burn-out peut, du coup, créer en fait si tu veux un moment propice, des crises d'angoisse, ou renforcer si on est déjà sujette à ça. Et la méditation n'aide pas du tout à ce niveau-là si on est vraiment dans un mode de fuite ou de combat, quoi. Après, en mode figement, quand on est vraiment le mode figement, c'est quand on est complètement figé au fond de son canapé ou de son lit, avec des ruminations plus de l'angoisse, des pensées intrusives, des pensées noires, voire même suicidaires, hein, ça va jusque-là. Eh bien là, c'est pareil, c'est pour le coup réintroduire du mouvement aussi, mais du mouvement doux. Remettre le corps en mouvement pour qu'il comprenne que dans ce mouvement-là, eh bien, il y a pas de danger. On va pas se faire bouffer, là, dans l'instant, et que, du coup, il peut reprendre pied. Donc c'est travailler l'ancrage, le toucher, la respiration, l'hydratation beaucoup. Voilà, revenir au basique du basique, en fait, hein. Oui, mais comme tu dis, hein, la simplicité, ça paraît beaucoup trop simple maintenant. Donc, Exactement, exactement. on Ouais, préfère les méthodes très complexes, hein, qui ont l'air très complexes, ça a l'air plus efficace que c'est ça. juste, entre guillemets, Ouais, respirer, boire de l'eau, bien c'est ça, dormir, le classique, quoi. le classique, voilà. OK, ça marche et du coup, justement, donc tu en parlais un petit peu des symptômes du burn-out, hein. Tu nous as dit même cette sensation d'être oppressé, potentiellement les crises d'angoisse. Hem, il y a aussi des symptômes, j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une dépression. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? C'est quoi la différence, finalement, entre burn-out et dépression? Si tu as la réponse, évidemment, Ouais. et un petit peu nous donner les symptômes, peut-être, d'un Alors burn-out? alors déjà, il faut savoir que le burn-out peut mener à la dépression. C'est quelque chose qui peut, déclencher une dépression sur le long terme. Le burn-out, on va dire de manière générale que c'est, quelque chose dans lequel on est mal, mais en général, c'est plus orienté vers un domaine de vie. Donc ça peut être le professionnel, la maternité, une situation de vie, particulière dans lequel on est vraiment, on se retrouve sans ressources, en fait. On a l'impression qu'on n'a pas les capacités pour faire face. On a lutté, 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 on a tenu et là, c'est compliqué. La dépression, ça va être, tourné vers du plus, entre guillemets, «général». Ça va être tous les domaines de vie, soi aussi, hein. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on détermine, si tu veux, le ressenti, entre, la différence entre la dépression, le burn-out. Après, du côté plus médical, on va dire que, la dépression et le burn-out ne touchent pas les mêmes aires du cerveau. Voilà.
OK, ça marche. Donc en soi, tu peux avoir un burn-out. Alors je sais qu'on entend aussi pas mal parler maintenant du burn-out parental, Oui, enfin même surtout pour les mamans, je sais que ça enfin je l'entends autour de moi quand même de plus en plus souvent, donc je pense que c'est bien que la parole se libère là-dessus aussi. Donc c'est très bien, ouais. donc elles peuvent avoir un burn-out par rapport à leurs enfants, enfin leur rôle de mère Exactement. et Ouais, cetera, mais au travail, par exemple, ça peut très bien se passer, elles peuvent être très bien, pas du tout en mode exactement, survie et cetera. exactement. OK, OK, Ouais, ça tout marche. à fait. Ah oui, effectivement, ouais, donc c'est pas, c'est vraiment dysfonctionnel, enfin, dans un domaine en particulier et pas tout général, genre, Ouais, tu vois pas toute ta vie en noir, quoi. C'est vraiment très c'est ça, spécifique à c'est ça. OK, Ouais, ouais. OK. Après, ça peut s'étendre, hein. Oui, Après, du oui, coup, oui. comme on a tendance à ne voir que ce qui est, négatif aussi, du coup, on va voir ce qui est négatif aussi à droite à gauche. Mais Mmh, effectivement, on peut avoir des «soupapes» entre guillemets dans ouais, d'autres domaines de vie, alors que la dépression, ça va être beaucoup plus général. ouais. Oui et puis comme tu disais, dans l'idée, enfin, si tu commences à être mal par rapport à ton rôle de mère, tu vas peut-être finir ça va peut-être dépeindre sur C'est ton ça. travail et puis c'est ce que Ouais, tu disais, ouais, ça peut mener à la dépression parce ouais. que, ben, ça vient un peu gangréner, en fait, tous Ça les autres, gangrène, c'est exactement ça, ouais. OK. Ça marche et donc les symptômes du burn-out, est-ce que tu en as d'autres? Voilà, justement, s'il y a des personnes qui savent pas trop, hein, on en parlait tout Ouais. à l'heure, des fois on s'en rend pas compte. À quoi on peut commencer à reconnaître? Donc tu nous as déjà évoqué certaines choses, mais concrètement, comment je sais si je suis en burn-out ou proche du burn-out ou pas? Alors déjà la chose, heu, qu'on est capable de reconnaître, hein, c'est déjà la sensation, le sentiment d'une profonde fatigue, duquel on a du mal à sortir. Mais on a cette sensation qu'on n'a pas le choix, qu'il faut continuer. On est vraiment dans ce, hem, dans ce conditionnement de toute façon j'ai pas le choix, faut que j'avance parce que de toute façon on n'a rien appris d'autre que de persévérer, serrer les dents, se montrer forte, faire des efforts, être parfaite. Les fameux drivers justement, qui font que, bah, du coup, on passe, si tu veux, on met un petit peu de côté tous les symptômes et avec cette phrase qu'on peut répéter, de plus en plus souvent: «Ça va passer, c'est rien, ça va passer». Ça va passer vraiment, là, je vais me reposer, ça va attendre ce week-end, je vais me reposer, j'attends les prochaines vacances, je vais me reposer. Mais on voit bien que plus on avance et plus cette fatigue se fait ressentir. Donc en dehors de tous les autres symptômes, mais déjà cette sensation vraiment de fatigue où on voit que nos nuits ne sont pas reposantes. On se lève le matin plus fatigué que la veille, ou en tout cas pas mieux. On sent donc ça c'est complètement normal puisque en mode survie, notre système nerveux va nous empêcher de dormir profondément puisqu'il faut rester vigilant au cas où la bête sauvage nous attaquerait. C'est logique en fait, hein, il y a beaucoup de bon sens là-dedans. Et donc en fait, c'est vraiment cette profonde fatigue. Mais comme on est dans ce schéma de, bah, on persévère parce que, bah, on n'a pas le choix, en fait, il y a d'autres signaux qui sont moins connus qui peuvent, alerter. Par exemple, on ne bâille plus ou on n'y arrive pas à fond. Quand le système nerveux est en mode survie, quand on est, encore une fois face à un lion, on va pas se mettre à bâiller. C'est pas du tout le bon plan. Donc en fait, on peut s'apercevoir, alors c'est voilà, c'est vraiment «prendre conscience» entre guillemets de soi, de son corps, mais on ne bâille plus. On a du mal à s'alimenter, c'est-à-dire que, on n'a pas faim, mais par contre on a des fringales énormes de sucre et de gras. Parce qu'en fait, comme on manque d'énergie, c'est un des moyens pour le corps de récupérer cette énergie au plus vite. Donc on va se mettre à avoir des fringales de gras et de sucre. Alors là, je sais que, il y en a certaines qui vont se dire: «Bah, moi j'ai toujours eu ça». Bah oui, parce qu'en fait, ça fait peut-être longtemps que vous êtes en mode survie, mesdames. Donc voilà, mais dans des périodes où on va être de plus en plus épuisé, ça va être de plus en plus fréquent. On peut verser aussi dans le cynisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout comme ça et puis, bah, petit à petit, on devient cynique. On devient de plus en plus pessimiste, hein. On on entend souvent, dire: «Bah oui, je suis quelqu'un normalement d'enjoué, j'ai le sourire, c'est moi qui emmène les autres, qui emporte et là, j'y arrive plus, quoi». C'est ce truc de j'ai plus envie de sourire, j'ai plus envie et je deviens vraiment cynique. Et puis, il y a aussi ce phénomène d'addiction qui peut apparaître. Donc, des personnes qui ont arrêté de fumer se remettent à fumer. Des personnes qui se mettent à boire plus.
à consommer. Ça peut aller même dans les drogues. Et puis les réseaux sociaux, beaucoup, on n'arrive plus à déconnecter. Le soir, on ne peut plus s'endormir sans être sur les réseaux sociaux, sans être sur son téléphone, etc. Donc ça, ce sont des petits signaux en fait qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Alors ça veut pas dire que parce que on a un de ces symptômes, on est en burn-out, c'est pas du tout ça. Ça veut dire du coup remets un peu plus de conscience, sois un peu plus présente à ton corps, essaye d'observer dans la journée comment ça se passe. Et voilà, c'est entre guillemets, prends conscience en fait de comment tu te sens, quel est ton état en fait au quotidien. Et de toute façon, c'est de l'ordre du ressenti. On ressent quand c'est normal ou pas normal. On peut très bien ressentir une fatigue qu'on trouve normale. Mais quand chaque jour s'accumule et qu'on ressent que c'est pas normal, là, il y a un petit truc à aller vérifier quand même. Ouais, mais c'est intéressant parce que c'est vrai, le coup de on baille plus, tu te dis, bah, c'est complètement, enfin, c'est bête en fait, c'est trop bizarre et tout, mais en même temps, ça paraît logique parce que t'as pas le temps là de t'attarder Exactement. là devant un danger, effectivement, parce que sinon tu vas te faire bouffer. Donc, il faut que l'énergie soit envoyée constamment pour que tu puisses en fait Constamment. Mmh. réagir et ok. Ouais, c'est fascinant et comme tu dis, ça répercute sur tout le corps, sur la digestion, puisque, bah, là aussi c'est pareil, l'énergie est pas donnée à cet endroit-là, sur, ouais, non, c'est fascinant. Enfin, c'est impressionnant, en fait, à quel point ça peut impacter tout le reste du Exactement. corps. Et le système immunitaire Ouais, le aussi. Ça système peut, immunitaire, le ouais. fait de tomber, on peut avoir des périodes où on tombe très souvent malade. Ça arrive souvent d'ailleurs aux jeunes mamans. On a l'impression qu'on refait notre système immunitaire avec nos enfants. On a l'impression qu'on chope tout ce qui se passe, tout ce qui passe, etc. On a l'impression que voilà, tout est pour nous. Bien en fait, c'est un signal aussi que le système nerveux est probablement fortement en mode survie et que du coup l'énergie ne va pas au système immunitaire pour faire son job. Mmh. Bah, c'est vrai que oui, ça se remarque beaucoup. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais remarqué personnellement que quand j'étais bien stressée, les périodes où j'étais bien stressée, oui, généralement, c'est là que je tombais malade, pas très longtemps après, enfin, Exactement. Mmh. voilà, ça me tombait dessus, parce que, bah, je voyais bien que de toute façon mon énergie, sans vraiment savoir est-ce que c'est mon système nerveux et cetera, mais je voyais bien que mon énergie, elle était pas prête en fait C'est ça, à gérer une quelconque c'est maladie ou ça. ouais. Tu vois, c'est de l'ordre du ressenti. Tu Ouais. ressens quand Mmh mh. même qu'il y a un lien quand même. Mmh. Ah bah, carrément, enfin moi je le vois tout de suite, hein, quand je suis Mmh. stressée, enfin quand je tombe malade, je me dis: «Bah oui, bah, en même temps, là tu étais stressée pour telle ou telle chose, donc c'est C'est normal». ça. Donc après, voilà, c'est vraiment des événements de vie où je sais que je suis stressée, mais c'est pas quotidien, donc je me dis: «Bon, tout va bien, je dors bien et C'est cetera». ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant, enfin, de voir que, comme tu dis, on le sent qu'il y a quelque chose qui va pas, sans que ce soit forcément très grave ou, encore trop poussé et tout, mais tu arrives en fait à connaître un minimum ton corps, même si on l'écoute plus tant que ça, Ouais. tu as plus l'habitude, mais on remarque certaines choses. Après, je me disais tout à l'heure, parce que tu disais, voilà, faut observer, ce qui se passe en toi. Est-ce qu'il y a pas des personnes que ça peut stresser encore plus de se focus sur une douleur ou sur un ressenti un peu particulier? Parce que je me dis quand on commence à ruminer, on peut, se créer des Complètement. scénarios un peu catastrophes. Ouais. Est-ce que ça peut pas arriver aussi, Si, si, complètement. Puis alors, il faut savoir que les scénarios catastrophes, le mode survie, il adore ça, hein. C'est son mode par défaut, parce que, il va donc on n'est plus dans l'instant présent quand on est en mode survie. On est, dans les projections du passé, de tout ce qu'on aurait dû faire, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce qui aurait dû, se dire, et cetera. Et les projections du futur de tout ce qu'on doit faire et tout le pire du pire des situations, justement les scénarios catastrophes, se faire des films, etc. Et donc, forcément, se recentrer sur soi pour aller observer ce qui se passe, ça peut effectivement venir, on va dire, engendrer des peurs et des angoisses. Alors, c'est toujours pareil, c'est pas être que dans l'observation de ce qui va pas. C'est aussi être dans l'observation de ce qui va bien. Mettre aussi son énergie sur des zones du corps où on ressent rien ou de la légèreté. Des choses qui font du bien, en fait. Et après, de toute façon, quand on arrive à un certain stade où on n'arrive plus à gérer seul, le but, c'est pas de rester seul face à ça.
c'est vraiment d'aller chercher l'aide adaptée. Parce que quand on est seul, on voit pas justement entre guillemets les angles morts, hein, et on a du mal à prendre ce recul, c'est-à-dire à devenir l'observateur. Parce qu'en fait, quand je dis observer, c'est vraiment devenir l'observateur de ce qu'on vit et de ce qu'on est, et moins l'acteur de ce qu'on est en train de vivre. Et donc ça demande quand même une prise de recul qui est très difficile quand on est complètement plongé dans ce mode survie. Et donc l'aide de quelqu'un peut nous aider justement à faire un pas de côté et à observer les choses différemment et à prendre de nouvelles habitudes entre guillemets d'observation et de reconnexion au corps. Parce que la difficulté aussi, ce qui fait que aujourd'hui en fait, il y a très peu de personnes qui vont s'apercevoir qu'elles sont en train de faire un burn-out. Majoritairement, celles qui s'en aperçoivent, c'est parce qu'elles en ont déjà fait 1, voire 2, voire 3. Et qu'à un moment donné, elles se disent « Stop, ça suffit, là je le sens ». Mais vraiment, on a du mal parce que au-delà du conditionnement qui fait qu'il faut qu'on persévère, qu'on n'a pas appris, qu'on n'a pas le choix, etc., on a aussi ce phénomène de dissociation. C'est-à-dire qu'on se dissocie de plus en plus de notre corps. On est comme à côté de nous. C'est-à-dire qu'on vit le quotidien, on avance, mais on ressent plus trop. On ressent plus trop les sensations, les émotions, on sait plus ce que c'est que de rire aux éclats ou de pleurer à chaudes larmes. On ressent plus trop les douleurs. Les douleurs sont là, mais c'est pas grave, on avance en fait. C'est même pas que c'est pas grave, c'est là, mais on avance. Voilà. Et donc on ressent plus trop ça. Et donc c'est ce qui fait que c'est un peu difficile en fait de revenir aux sensations du corps. Donc là, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui nous accompagne justement à repasser par le corps, à comprendre les techniques très simples pour vraiment bien se reconnecter au corps. Mais ça, c'est difficile de donner une technique comme ça qui fonctionne pour tout le monde parce qu'en fait, chaque burn-out est unique. Bien qu'on soit tous dotés d'un système nerveux, le système nerveux a été modelé par les expériences de vie, par les traumatismes qu'on a vécus, par les états aussi de nos figures de référence, de nos parents, voilà, dans nos jeunes années, et puis dans ce qui s'est répété dans nos expériences, etc. Donc chaque système nerveux est unique. Donc en fait, ce qui fonctionne pour l'une peut ne pas fonctionner pour l'autre. Donc repasser par le corps, c'est très large, j'en ai conscience. Mais en même temps, il n'existe pas une seule méthode, il n'existe pas une méthode miracle, sauf celle qui fonctionne pour soi. On est bien d'accord, on est bien d'accord. C'est ce que je dis tout le temps en coaching, de toute façon, même s'il y a des problématiques similaires, les gens sont différents, donc Exactement. dans tous les cas, on n'attaquera pas forcément de la même manière, on n'avancera pas de la même manière. Exactement. Mais c'est déjà intéressant de savoir, enfin, déjà, première étape, se reconnecter au corps, essayer en tout cas, voir ce qui se passe, essayer de repérer un petit peu plus. Comme tu disais, est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai faim, ne serait-ce que commencer par ça. C'est tout bête, enfin, ça paraît tout bête, on le disait tout à l'heure, ça paraît tout bête, mais en vrai, ça ne l'est pas. L'autre jour, je me rends compte que j'ai dit je sais pas si j'ai faim. Et je me suis dit, c'est con quand même de pas savoir si t'as faim, de se poser la question, est-ce que t'as faim? C'était très étrange comme. C'est très étrange et en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est génial que tu te sois posé la question. Ouais. Parce que combien de fois on avance dans notre vie, combien de personnes sont encore dans cette, entre guillemets, cette inconscience sans aucun jugement, hein, parce que moi j'ai été j'ai été vraiment cette personne de je ne me posais plus la question, voire même j'ai été heureuse d'avoir passé une journée sans trop manger parce que comme ça j'allais maigrir, tu vois. Ce truc de conditionnement et sans te rendre compte à quel point tu peux agir vraiment contre toi-même en étant dans cette inconscience de toi-même, tout simplement. C'est ça. C'est ça, mais c'est super intéressant et enfin ça c'est une petite aparté, mais je me rends compte qu'en faisant du sport, moi en tout cas ça m'a beaucoup aidée à me reconnecter aussi à mon corps, à mes sensations et je vais même dire en me blessant, ça m'a poussée à faire attention et à faire beaucoup plus attention à mes ressentis, à mes douleurs, à mes mécanismes et tout. Alors c'est physique, mais au final j'ai l'impression que c'est la même chose. Tout est lié. Tout est lié et du coup je fais beaucoup plus attention à mes ressentis. Pareil, l'hydratation, je bois beaucoup plus parce que je me rends compte de l'impact que ça a. Tu manges mieux aussi, mais c'est vrai que
il faut passer par ces petits moments où tu te rends compte que là, il y a un truc qui a déconné. Donc, c'est C'est ça. bien si on peut éviter la blessure ou le burn-out parce que c'est pas très agréable et il faut du temps derrière pour se Ouais, remettre, tout à etc. fait. Mais en même temps, ça te permet de faire ah ouais, il y avait tel ou tel signaux. Maintenant, enfin, en tout cas, la prochaine fois, je vais faire plus attention, je vais être à l'écoute de ça. Mais c'est vrai que c'est pas évident, ça demande de la pratique, vraiment de la Ça demande de la pratique. pratique. En fait, c'est vraiment rentrer dans l'expérience, en fait. Chaque expérience est enrichie de l'expérience précédente. Et donc, c'est comme pour tout, ça demande de l'apprentissage. Donc, sortir du burn-out, c'est un apprentissage. Parce qu'en fait, on apprend à sortir du mode survie intempestif. Comme tout ce qu'on fait de nouveau dans la vie, en fait. Et donc, ça demande de la répétition parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et ça se fait dans l'expérience. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va avoir 1 heure en séance que ça y est, c'est bon. Non, après il y a l'expérience, quoi. Il y a eu des prises de conscience, des choses comme ça. Maintenant, il faut rentrer dans l'expérience de sa vie quotidienne pour vérifier, pour réajuster, pour répéter, pour comprendre et que ça s'intègre dans le corps. Oui, parce que c'est ça, la théorie, c'est bien, les prises de conscience, c'est super, mais si derrière tu n'appliques pas, dans ton quotidien, bah, il y a rien qui va changer. Exactement, Juste, c'est bien, tu auras la connaissance, mais exactement. mais il y a rien qui changera et limite ça fera culpabiliser parce que tu te diras: «Je comprends pas, ça change pas». Je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut et ça marche pas. Pourtant, j'ai compris. Bah ouais, mais c'est Ça mental. suffit Et le pas. mental, il suffit pas. Le mental, il est juste là pour être le reflet de l'état d'être intérieur et renforcer, en fait, comme il a l'effet boule de neige, en fait, le mental. C'est-à-dire que si le mental, il tourne pas rond, c'est que intérieurement, physiquement, nerveusement, émotionnellement, il y a quelque chose qui est pas ajusté, qui est pas en équilibre, qui est en disharmonie. Donc le mental va refléter ça par des pensées intrusives, de la rumination, les projections du passé, du futur, etc. Et donc par ces prises de conscience qu'on va avoir grâce aux pensées du mental, eh bien en fait on va renforcer notre état d'être. Donc quand on arrive justement à ce que j'ai tout à l'heure, à prendre du recul et à être observateur, pas rentrer dans les pensées, mais à observer ces pensées-là comme étant le reflet de l'état qu'on est en train de vivre, et bien du coup, ça nous permet de rentrer dans l'expérience de OK, je vais faire je sais pas, marcher un peu, respirer, me calmer, apaiser mon corps pour que je puisse récupérer. OK, trop bien. Bon, bah, j'allais dire, est-ce que tu as un mot de la fin, un dernier conseil à nous donner? Mais bon, du coup, c'est déjà pas mal, hein? Voilà. Trop bien. Bon, bah, ça, c'est super. Du coup, toi, on te retrouve parce que tu accompagnes notamment donc les femmes justement en sortie donc d'épuisement ou de burn-out. Tout à fait. Donc on se retrouve donc ton Instagram, c'est Sandy New Better. Sandy New Better, oui. Je mettrai le lien dans la description, hein, pour ceux qui maîtrisent pas totalement l'orthographe anglais. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, hein. On a souvent tendance à penser que c'est que lié au travail. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, on entend énormément par rapport à ça. On a l'impression que c'est qu'une maladie du travail, C'est ça. mais en fait pas du tout. Ça peut toucher n'importe quel domaine et du coup, il y a pas de honte à avoir de dire, qu'on est dans cette situation, en fait. Exactement. Ouais. Ouais, ouais. Bah, merci beaucoup à toi en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Parfait et je voulais juste rajouter un truc parce que ça, on l'a pas dit, je pense que c'est important. Se remettre d'un burn-out, ça peut prendre du temps aussi, hein. On disait qu'il faut appliquer, les choses, mais je pense qu'il faut se laisser le temps aussi, enfin ne pas être dans l'impatience de se dire: «Faut que ça se règle». Alors l'impatience, elle y sera forcément. Ah bah, elle y sera, mais c'est Elle y pour sera ça, forcément et en fait, la sortie d'un burn-out, c'est pareil, c'est unique à chaque personne. On ne peut pas, c'est pas parce qu'on connaît une personne pour qui ça a pris, 1 an, quelques mois, 2 ans, que ce sera la même chose pour nous, bien au contraire. Donc voilà, c'est effectivement revenir dans cet accueil en fait de ce qu'on ressent, de notre rythme, de qui on est au-delà du mental. Voilà. c'est ça. Mais voilà, ne vous mettez pas la pression sur combien de temps je vais mettre avant de me ressentir bien, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça se fera bien comme ça. Exactement. Trop bien. Bah, encore merci beaucoup Merci et à toi. et bonne journée à tous les auditeurs, auditrices. Merci.